Bonjour Charles-Antoine. Bonjour Nicolas. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Charles-Antoine Bénet. Charles-Antoine est le CEO de DataOne. Donc on va parler aujourd'hui data center, on va parler IA générative. Il est passionné. Euh, j'ai vu que Charles-Antoine travaillait sur des projets hyper audacieux de data center. Au moment où on parle de Colossus, de Stargate, suite au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, je me suis dit que c'était extraordinaire de pouvoir le recevoir. Je pense qu'il a plein de choses à nous apprendre, à nous partager. Et ça fait du bien d'avoir des entrepreneurs comme ça, français, qui sont sur des projets aussi ambitieux. Charles-Antoine, donc bienvenue, merci d'être parmi nous. Écoute, merci beaucoup de m'avoir invité ce matin. C'est un vrai plaisir. Charles-Antoine, toi, alors si j'ai bien compris, en fait, tu as déjà une très grosse expérience dans les data centers avec Ethics, une entreprise que tu as créée, revendue. Et si j'ai bien compris aussi, tu avais dit à une époque, ah, moi, les data centers, c'est fini, jusqu'au moment où apparemment, il y a eu l'IA générative. Et là, tu t'es dit, ah, bah là, peut-être que je peux y retourner un petit coup. Et aussi, si j'ai bien compris, tu es basé à Dubaï. Je crois qu'il se passe plein de choses à Dubaï. Est-ce que tu peux nous Absolument. parler de tout ça? Écoute, oui, en effet, j'avais commencé en 2008 à construire à l'époque le plus gros data center d'Europe. À l'époque aussi, déjà, puisque ça date. En 2008, on faisait un bâtiment de 22 000 mètres carrés avec plus de 20 mégawatts. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde quand on parle de mégawatts, mais c'est très, très gros. Ouais. Enfin, c'était très gros et encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui se respecte 15 ans plus tard. Attends, que dis-je? 17 ans plus tard. Et donc oui, après ce premier succès qui avait été revendu à Equinix, Equinix est aujourd'hui le plus gros hébergeur de la planète, puisqu'ils ont plusieurs milliers de data centers. Et Euh, j'adore. Et tu sais que j'ai visité un data center Equinix à Saint-Denis il y a quelques mois ouais. avec un de leurs clients qui est un de tes clients, si j'ai bien compris, qui s'appelle Nebius. Ah oui. Donc j'y suis allé. C'était ma première expérience dans le data center que j'ai partagé à nos auditeurs. Et c'était extraordinaire. J'ai adoré. J'avais l'impression de rentrer dans une ruche. Donc on Ouais, parle bien de ça. Equinix, super. exactement. Et donc en fait, Pantin, le data center de Pantin, c'est moi qui l'ai construit à la base, voilà, celui de PA4. Et donc après leur avoir revendu, j'ai ensuite, comme tu le disais très bien et très justement, fondé Ethics Everywhere, où là on était plus dans le edge, dans les plus petits data centers de bordure, malgré tout avec quelques grands data centers en Afrique du Sud, en Allemagne, que l'on a sortis pour des grands noms de l'industrie. Et en effet, on a vendu cette entreprise en février 2020. C'est Antoine Boniface, celui que mon associé, on va dire, de l'époque, que j'ai recruté quand il travaillait encore chez Bouygues, qui a vendu le groupe directement à Vantage. Et Vantage est un des grands acteurs de l'espace aussi. Donc oui, absolument. Pendant 5 ans, j'ai pris une pause parce qu'après 27 data centers, j'en avais marre. Et il a fallu attendre l'IA et ChatGPT et les applications qu'on en connaît aujourd'hui pour que il y ait pas mal de gens qui m'appellent et qui me disent Cab, il faut que tu nous fasses quelque chose là parce que 18 mois, 24 mois, 36 mois pour avoir un data center, c'est beaucoup trop long et on est dans un espace-temps aujourd'hui qui se réduit de plus en plus et donc il nous faut quelque chose en 4 mois, en 5 mois. Et donc là, il faut me challenger, quoi. Et en fait, on Wow. ne fait plus du tout des data centers aujourd'hui de l'IA comme on construit des data centers classiques, comme ceux que tu as visités d'ailleurs chez Equinix, qui sont des data centers refroidissement à air, puisque maintenant on a des besoins de data centers refroidissement à eau directement, avec des racks qui sont avec des niveaux de puissance incroyables. Et donc, du coup, ça a rebattu totalement les cartes. Et en effet, me revoilà dans l'industrie aujourd'hui avec des projets Magnifique. d'envergure. Voilà. Et juste pour comprendre, tu es à Dubaï pour le business ou par intérêt pour la région ou les deux? Les deux, les Et j'ai trois. l'impression que tu voyages pas mal aussi en fait, hein. Ouais, exactement. Moi, je suis entre les Émirats, la France, les États-Unis actuellement, puisque nos projets nous portent au travers de ces 3 continents, puisque Dubaï, c'est en Asie, l'Europe et les États-Unis actuellement. Et Dubaï, j'y suis depuis 7 ans déjà. Je suis parti de l'Europe il y a un petit moment parce que notre groupe, plus largement, qui s'appelle BSO, qui est un groupe dans la connectivité,
se déployait énormément en Asie, donc j'ai suivi le trend. Et donc, c'était plus facile pour moi de commuter vers l'Asie depuis Dubaï. Et puis, Mmh. je ne te cache pas que la météo est clémente, la sécurité est intéressante quand tu as des enfants. Enfin, je ne vais pas faire le guide touristique de Dubaï, mais honnêtement, on est plutôt très, très bien là-bas. Et j'aurais du mal à en dire le contraire. Et en plus, j'ai eu la chance de rencontrer le premier vrai client IA, qui est Core42, qui fait partie de G42 là-bas, puisque G42, enfin, je pense que tout le monde maintenant en a entendu parler, hein, puisque c'est une grosse, grosse entreprise détenue par le Sher Tanoun et donc par, en réalité, la famille royale de Abu Dhabi. Oui. Et ils investissent massivement dans l'IA, à tous les niveaux, que ce soit au niveau IA générative, au niveau infrastructure, dans l'écosystème, etc. Et Donc ça, Core42. c'est un fonds souverain, c'est le fonds souverain d'Abu Dhabi, G42, c'est ça? Alors, c'est pas un fonds souverain. Alors, G42 n'est pas un fonds, en fait. excuse-moi Charles-Antoine, Ouais, non, non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. et parce que moi je t'avoue, ça Oui, m'intéresse c'est normal. énormément parce que je vois qu'il se passe plein de trucs, on en parle dans le Wall Street Journal, partout, mais je connais pas bien cet univers. Et il y a pour moi, il y a G42, tu as raison, et il y a MGX aussi. Je sais pas Mhm. est-ce que tu peux nous Ouais, présenter en ouais, deux secondes ces acteurs parce qu'ils sont oui, importants? parce que, en effet, Abu Dhabi, en fait, a beaucoup de bras armés d'investissement qui ont tous des missions un peu différentes. Donc aujourd'hui, tu as Abu Dhabi Investment Authority qui investit dans les grands projets, qui est Adia, qui back énormément d'autres très grands fonds en lien. Tu as Mubadala, qui est un autre fonds très tech, très typé tech et qui investit dans pas mal d'infrastructures aussi. Et dans Mubadala, tu as maintenant une équipe dédiée de MGX, justement, qui, elle, s'intéresse exclusivement et qui a un mandat exclusivement sur l'IA. Donc, c'est de l'investissement. Ça peut être dans OpenAI, comme ça peut être dans un acteur de data center, quel qu'il soit, pour pouvoir. Ils ont Mmh. investi dans Vantage, par exemple, pour ne pas les citer, ceux qui ont acquis ATX aux États-Unis. Enfin, ils ont investi dans plein, plein d'endroits différents. Et donc, leur mandat, c'est vraiment l'IA. Après, tu as G42 qui est complètement autonome, qui est détenu aussi par le Royaume, mais qui est une entreprise qui investit certes, mais surtout qui délivre des services directement. Là, ce n'est pas un fonds d'investissement, c'est véritablement une entreprise qui a des dizaines de filiales, qui va des filiales du cloud en passant par justement là aussi des modèles de LLM, des entreprises dans la tech, etc., etc. Donc, ils ont vraiment un écosystème d'entreprises faisantes qui est directement sur je ne veux pas essayer d'employer trop d'anglicisme, mais dans leur remit et avec tous les gens qui sont sur leur payroll directement. Voilà. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment des poches distinctes avec des missions très distinctes les unes des autres. D'accord. Et donc Core42, qui est la filiale de G42, qui s'occupe d'investir dans les infrastructures IA, donc dans les data centers IA par exemple, et qui investit donc dans des GPU, qui achètent les GPU à Nvidia, à AMD, à Cerberus et d'autres technologies, et qui les met ensuite en œuvre dans nos data centers. Ça, c'est le métier de Core42, tu vois, typiquement. Et donc ça, c'est mon Mmh. client. Et donc forcément, quand tu habites à Dubaï, que tu es français, alors déjà, ils aiment beaucoup les Français à Dubaï, et en plus, quand tu as un petit peu de background dans le sujet et qu'on vient de voir, et que ça fait toi 7 ans que tu es là-bas, donc tu as un peu de réseau, forcément, ça aide un petit peu plus que des Français qui ne vivent qu'en France et qui n'ont jamais trop changé de l'écosystème français pour arriver à converser avec ce type de clients. Voilà. Et donc, Oui. voilà un petit peu d'où viennent les choses. Merci pour ces éléments de contexte. Heu, j'ai bien compris qu'une de tes approches, toi aussi, c'était la vitesse, l'accélération. C'est ce qui ressort, hein, du rapport là qui vient de sortir. Il y a un rapport AI Trends de Mary Meeker. Je recommande à tout le monde, tous nos auditeurs de le consulter. Alors il est très long, il fait 340 pages, mais un des exemples très importants, c'est de nous dire, xAI, data center de 70 000 m², il a été construit en 122 jours par Elon Musk. Ça, on en avait déjà parlé, mais c'est sympa d'en reparler un peu à froid aussi. Mmh. Et elle met ça en perspective, Mary Meeker, l'oracle d'internet, avec le temps pour construire une maison aux États-Unis en moyenne. Alors ça, j'avais aucune idée en vrai. 234 jours, donc un data center qui va prendre 100 000 ou 200 000 GPU, 122 jours, là où il faut 234 jours. Donc c'est assez incroyable cette vitesse. Je pense que tu vas nous en reparler dans une seconde. Juste avant, Charles-Antoine, je suis obligé on est parti trop vite là sur le podcast, je suis obligé de revenir aux basiques. Toi, euh, comment tu as vécu les 2 ans qui viennent de s'écouler sur l'IA générative et quel est l'outil d'IA générative que tu utilises le plus?
Hem, je pense un peu comme tout le monde. Si tu veux, je suis un programmeur informatique à la base, parce que moi j'ai fait une école qui s'appelle Epitech et donc je suis un hard coder. J'ai vu l'IA depuis 15 ans, 20 ans évoluer. On peut parler de machine learning il y a déjà très longtemps. Toutes les technologies qui utilisent l'IA aujourd'hui et l'IA générative de manière plus générale existent depuis un moment. J'ai pris une grande claque comme tout le monde quand ChatGPT 3.5 est arrivé, le multimodal s'est intégré. Et donc là, j'ai fait waouh, ça rebat complètement les cartes parce que ce que je pensais arriver dans 5 ou 10 ans est arrivé il y a 2 ans. Mmh. Beaucoup de gens d'ailleurs. Et là, tout de suite, je me suis mobilisé parce que je me suis dit, là, il va y avoir un gros paradigm shift, beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait espérer. Et ça va, alors je ne vais pas dire détruire, mais ça va rebattre les cartes massivement de comment est-ce que l'industrie pense, de comment est-ce que le SaaS, les valorisations, enfin, l'intégralité de l'évolution technologique, sociétale, etc. va se passer. Voilà. Et donc, quand j'ai vu ça arriver, je me suis dit, regardez la technologie qui était en train de power up le truc et je me suis dit, il y Ouais. a beaucoup de GPU derrière. Voilà. Ça semble très intéressant. Ça, c'est clair. Il y a beaucoup de GPU, donc il faut beaucoup de data centers, beaucoup de place, beaucoup de data centers, beaucoup d'énergie. Ouais. Et Non, alors, et Antoine, et donc, et juste, vas-y, pardon. excuse-moi, pour rebondir sur ta J'en prie, question, parce que bien je n'avais sûr. pas juste fini. Oui. Qu'est-ce que j'utilise le plus comme IA? Mmh. By far, O1 Pro et ChatGPT 4.5. Je fais pas. Ah, ça, c'est J'ai marrant ce que tu me dis là, tu vois? ouais, j'ai On est utilisé croisés, Claude. hein, Pardon, parce que excuse-moi. moi, tu vois, je suis GPT-4o et O3, tu vois? Toi, si Ouais. tu dis O1 Pro et 4.5, enfin, on a Ouais, mais des c'est parce qu'on n'a full pas les mêmes légèrement utilisations. différents. Ouais, c'est parce qu'on a des jobs différents et je pense qu'on fait C'est vrai. pas exactement la même chose. Donc du coup, pour mon application, ça marche très bien dans ce que j'ai besoin de faire. Après, tu vois, je vais utiliser des gens comme Gamma quand j'ai besoin de faire des présentations. Je vais générer des images avec différents modèles, avec Flux, etc. etc. Mais globalement, mon bread to butter, comme on dit, c'est vraiment ChatGPT 4.5, 4.0. Voilà, c'est clair. J'ai utilisé Grok, j'ai utilisé Claude, j'ai utilisé plein d'autres IA et je les teste régulièrement. Mmh. Elles marchent toutes super bien. Après, voilà, j'ai l'usage classique de ChatGPT, c'est ce que j'utilise au quotidien. Bien sûr. Comme pas mal de personnes, hein, parce que quand Ouais, je tu pense. regardes, ce que nous dit, encore cette Marie Miquer, on est sur quand même un nombre, une adoption de ChatGPT. Ben, on parle de 800 millions d'utilisateurs, hein, 10 Mmh, de la population mondiale. C'est juste, extraordinaire mmh. et sur le nombre d'applications, de téléchargement de l'application, on est en plusieurs dizaines de millions. C'est complètement incroyable. Petite news sur laquelle je veux te faire réagir juste parce que c'est ChatGPT Plus est maintenant disponible pour tous les habitants de l'UAE, les Émirats arabes unis. Tu en as entendu parler de ça? C'est incroyable. Alors, je pense pas que ça soit encore disponible, ça a Ah été oui. annoncé. Mmh. Moi, je l'ai pas vu encore arriver gratuitement, mais ça va arriver, c'est sûr. En plus, il va y avoir un gros data center à construire, puisque c'est public, ça aussi, hein, de plusieurs centaines de mégawatts pour accueillir justement les GPU de OpenAI directement sur le sol, puisque l'intérêt des Émirats, c'est de pouvoir faire tourner cette infrastructure localement. Et donc, oui, bien sûr, on est concerné par ça, et ça épouse complètement la vision que le Cheikh de Abu Dhabi et le Cheikh de Dubaï ont, à savoir de pouvoir faire en sorte que tous les enfants, dès leur plus jeune âge, puissent utiliser des outils de l'IA, à les faire former leur propre ministre directement à Stanford, dans les écoles anglaises ou françaises, à l'IA et à l'utilisation de l'IA, à devoir même défendre des projets personnels sur l'IA pour montrer qu'ils ont véritablement une connaissance approfondie de la question. Et donc voilà, donc Ah oui. ils Mmh. traitent leur pays comme une entreprise. C'est pas, ils sont pas élus, eux, ils sont nés et ils ont hérité du pouvoir. Et pour eux, c'est une question de survie plus que tout, en fait. Donc, ils sont comptables vis-à-vis des gens qui vivent dans leur pays, de la réussite de leur pays, et donc ils donnent tout pour ça. C'est quand vous parlez avec le Cheikh de Dubaï, c'est pas le Cheikh de Dubaï, c'est le CEO of Dubai Council. Ça veut dire le président directeur général du conseil de Dubaï, en fait, hein, du conseil d'administration de Dubaï. Donc, pour eux, c'est une entreprise, c'est pas un pays, en fait. Et donc, ils gèrent tout comme ça. Donc, ils ont un PNL, enfin, ils ont un bilan et tous les ans, ils doivent regarder qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui est sorti, et il serait hors de question que les Émirats perdent de l'argent. Donc, ils ont Mmh. des milliers de milliards aujourd'hui d'actifs parce qu'ils défendent chèrement, en fait,
chaque stratégie et ils investissent des stratégies à 10 ans, à 20 ans avec des gens qui sont parfaitement éduqués. Voilà. Donc, ça, c'est les premiers. C'est un deal exceptionnel pour OpenAI. Donc, comme tu dis, c'est pas encore disponible, mais ça va arriver Ouais, bientôt. ça Les va. Émirats Arabes Unis, c'est quand même donc Abu Dhabi, Dubaï. Donc, c'est des millions de personnes qui vont accéder à ChatGPT+. Euh, c'est assez incroyable, en tout cas au niveau de l'adoption. Ouais, tu as 10 millions de personnes, tu as 7 Émirats en fait, aux Émirats Arabes Unis. Je ne vais pas tous les citer là, mais je les connais. Mhm. Je les ai pas trop là, mon fils, donc je les connais tous maintenant. Mais, mais donc oui, non, non, absolument. Et c'est encore une fois, ils ont bien compris l'intérêt que ça pouvait avoir. Ils veulent le rendre à peu près gratuit, comme ce que tu pourrais avoir aujourd'hui en utilisant Google. Et en même temps, je pense que c'est un moyen de comprendre comment pense la population, parce que quand tu payes pas, c'est toi le produit. Donc je sais pas, je veux pas présager de comment est-ce qu'ils vont traiter la donnée, mais globalement, ça permet aussi de comprendre les trends, ça permet de voir ce que veut véritablement la population de l'intérieur. Enfin voilà, tu vois, ça va être extrêmement intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire de cette technologie et comment ils vont l'utiliser véritablement derrière. Moi, je suis très curieux de voir ce qui va se passer derrière. Après, tu parlais de vitesse, pour rebondir sur la question que tu m'avais posée. Oui. Oui, la vitesse est essentielle dans notre secteur. On ne parle plus en dizaines de mois, on ne parle plus en années, on parle en semaines. Parce que quand tu achètes des infrastructures avec des GPU qui coûtent des milliards de dollars, qu'ils ont des durées de vie qui sont relativement réduites, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'infrastructure, au bout de 3 ans, elle est obsolète, 5 ans grand maximum, tu as 3 fois 52 semaines. Voilà. Et donc, en 150 semaines, tu dois avoir amorti, gagné ton argent, fait ton retour sur investissement, etc. Donc, c'est très court. Ce qui se fait que quand tu délivres des data centers, quand tu mets de l'infrastructure en place, quand tu mets des algorithmes en place, etc., le niveau de retour sur investissement doit être fait de manière extrêmement rapide. Et donc, chaque semaine compte, ce qui se fait que dans notre secteur du data center, pour rebondir sur la question d'origine, si tu ne sais pas construire aujourd'hui en 20 semaines un data center, à la mode d'Elon Musk, comme tu le disais justement, Elon et notre équipe, je pense qu'on fait partie des 2 équipes les plus rapides au monde à construire des infrastructures de ce type-là, en fait. Même si Elon, il est parti avec un bâtiment qui existait déjà. C'est vrai. Nous, on fait la même chose, mais à partir d'un greenfield, enfin d'un terrain complètement vierge. On arrive à construire aussi vite que lui, quoi, même plus vite. Alors, donc ça, c'est donc génial, c'est trop cool. Merci, Charles-Antoine, c'est exactement ce dont je voulais que tu nous parles. Donc, on a parlé de Colossus, en effet, et on pourra en reparler. Mais tu as raison, il avait repris une usine C'est un grand hangar. d'électroménager, Voilà, exactement. C'est hein, un grand hangar avec une dalle impeccable, un toit impeccable, voilà. des poteaux élargis, enfin bref, tout ce qu'il fallait. Après, moi, j'ai vu une vidéo sur Stargate où on présente un petit peu ce qui se passe sur un énorme terrain pour ce projet colossal, qui est sur plusieurs sites pour OpenAI. Mais est-ce que justement, je pense que ce qui est intéressant, donc toi, tu me dis que tu es presque aussi rapide qu'Elon. En tout cas, ça avait bluffé tout le monde. Il y a même des équipes qui allaient visiter en dirigeable, qui faisaient passer des dirigeables, on nous disait des ballons d'hélium au-dessus pour comprendre ce qui se passait, comprendre comment il fonctionnait. Donc, franchement, on est dans du James Bond, quoi. C'est incroyable. Est-ce que tu pourrais nous décrire justement la chaîne de A à Z? Je sais que tu es peut-être une des seules personnes que je connaisse qui la maîtrise complètement. On part d'un terrain, on construit dessus un data center et ensuite il est opérationnel sur un nombre de jours limité là. Ouais. Écoute, déjà, ça passe par ce qu'on appelle une intégration verticale extrêmement forte. Parce que si tu dois passer par un constructeur général et qui lui-même va utiliser 20 sous-traitants et qui va devoir se coordonner avec toi, avec tes équipes, etc., bon, tu peux l'oublier. Hein. Ça, c'est du marché classique. Ça veut dire 12, 18 mois, 24 mois, 36 mois. Tu vois, la plupart des data centers chez Microsoft, ce sont des plans pas quinquennaux, mais presque. C'est-à-dire qu'ils ont 2 ans d'études, 1 an à 2 ans de construction, etc. etc. C'est plutôt lent, en fait. Et c'est ce qui est en train de se passer sur les projets comme Stargate, comme tous les autres, parce que c'est de la méthode plus conventionnelle de construction. Nous, en fait, on est venu réinventer tout ça avec une méthode ultra lean, où en réalité, on est notre propre general contractor, c'est-à-dire qu'on intègre tout en interne. Donc, je me suis rapproché d'une entreprise qui fait ce qu'on appelle de la préfabrication béton, mais pas que, qui fait une intégration très forte du bâtiment, de tout ce qui est Siteworks, comment dire en français, La construction.
Non, tout ce qui va faire en sorte que ton terrain va être plat, si tu veux, que tu vas pouvoir mettre tes fondations, et cetera, d'accord? Parce que quand tu as une colline, bon, bah, si tu veux raser la colline, voilà, il faut pouvoir le faire. Il faut avoir des gros bulldozers, enfin, il faut avoir un peu de matériel, il faut être équipé, quoi. Et donc tout ça, bah, si tu l'intègres complètement dans ton entreprise, déjà, tu arrives avec un coût qui est largement inférieur à celui du concurrent, forcément, puisque tu n'as pas d'empilement de marge, etc. Et donc, du coup, nous, on a cette chance-là de pouvoir disposer de tout cet environnement-là autour de nous, puisque, encore une fois, on s'est associé avec les bonnes personnes. Mmh. Ça, c'est pour la partie, on va dire, génie civil, pour toute la partie construction de la coque. Donc, quand tu fais du préfabrication béton, que tu as pensé ton design de manière extrêmement modulaire et que tu es capable de pouvoir prendre tout un tas de raccourcis, ça te permet qu'en 2 mois, tu construis un bâtiment de 15 000 m². C'est ce qu'on a montré sur les réseaux sociaux. Un Euh, bâtiment de 15 000 m², Ouais, d'accord. 15 000 m², donc ça veut dire 8 semaines, hein, tu vois, ça va vite, hein, 8 semaines, hein, pour construire 15 000 m². Tu me parlais d'une C'est maison dingue, en c'est dingue. 222 jours, 222 jours, c'est plus de 6 mois, c'est 7 mois, tu vois. Et donc nous, on n'a pas construit une maison, on a construit l'équivalent de beaucoup de maisons, en fait. En 15 000 l'espace m², de- tu sais ce que c'est en terrain de foot? En terrain de Sur foot, une tu as saison? quelques terrains de foot, ouais, je pense que tu dois avoir, Mmh. attends, je vais regarder en nombre de Mmh. millimètres carrés, ouais, ça c'est intéressant. Ça doit nous faire, je sais pas, peut-être au moins 2 ou 3 terrains de foot, je pense. Ouais, quelque chose Au comme ça. moment où je suis pas un fan de foot, mais quand même PSG a gagné la coupe d'Europe des champions 5-0. Ouais. Donc tu nous dis, oui, 4-5 terrains de foot, c'est Ouais, c'est ça à carrément peu près. mmh. Mais donc après, une fois que tu as la Et coque, donc là tu construis donc une espèce d'énorme boîte en fait, hein, enfin un énorme, c'est ça. En fait, tu hangar? construis une énorme boîte et pas une Mmh. énorme boîte en plus avec une structure en métal, c'est tout en béton, quoi, tu vois. Donc le truc, il est sacrément costaud, quoi. Pour l'isolation? Mmh. Alors pour l'isolation, pour le fait que si demain tu as une tornade ou je sais pas quoi, parce que tu sais, tu as le changement climatique aussi, bah, le truc va pas s'envoler, quoi. Parce que quand tu mets pour des milliards de dollars à l'intérieur de ton infrastructure et qu'en plus il y a des critiques au niveau de tes clients et de toutes les applications des clients de tes clients, tu n'as pas envie que ça bouge, quoi. Et donc toutes les constructions que OK. tu vois légères aujourd'hui sous forme de warehouse, moi ça m'inquiète toujours enfin, excuse-moi, d'entrepôt en métal, ça m'inquiète toujours parce que je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe si vraiment tu as une grosse tempête, tu vois, qui commence à souffler sévèrement. Je suis pas sûr que ça tienne vraiment très bien. Mais bon, peu importe. Du coup, globalement, nous, on a épousé cette version-là. Et puis derrière, on a à peu près 2 mois et demi pour faire l'intégralité du travail intérieur. Et Waouh! l'intégralité du travail intérieur, c'est quoi? Ça veut dire bah, avoir toute l'électrification, tout le refroidissement, enfin tout qui doit être posé. Et en fait, on ne s'arrête pas Tu là. disais tout à l'heure, donc refroidissement, à water cooling ou à l'air? Attends, excuse-moi. Direct liquid cooling, ouais, c'est ça. C'est du Liquid cooling direct, maintenant, c'est direct ça le liquid cooling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du refroidissement direct à eau, mais tu as aussi de l'air parce que tu as toujours 15 à 30 enfin de dispersion calorifique qui ne sont mmh. pas faites ou pas traitées encore par l'échange que tu as avec l'eau. Parce que tu as des éléments dans ton ordinateur qui ne sont pas couverts, genre, je sais pas moi, les power supply units, tout ce qui fournit l'électricité à ton Ouais. ordinateur, les petits transfos que tu as dans ton ordinateur, bah, ceux-là, en général, ils sont mal couverts par les refroidissements à eau. Tu as tout un tas de petits composants, je sais pas moi, le disque dur qui peut ne pas forcément être bien couvert, etc. etc. Donc, tu as toujours entre 15 et 30% en fait, de ton électronique qui n'est pas couverte par cette dissipation à eau. Et donc, il faut pouvoir la traiter. Mais quand tu as des racks qui font 150 kW du rack aujourd'hui avec les GB200, donc les dernières générations de GPU de NVIDIA qui sont actuellement commercialisées, tu imagines que 30%, ça fait tout de suite beaucoup, quoi. Enfin 20% même, ça fait 30 à 45 kW qui ne sont pas dissipés en fait par de l'eau. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il faut de l'air. Et donc pour ça, bah, il faut des technologies pour pouvoir traiter tout ça. Mais ce n'est pas les technologies conventionnelles comme on les voyait dans les data centers avant, avec des armoires de climatisation sur les côtés, avec un faux plancher, etc. Ça ne marche plus comme ça. C'est des portes froides directement actives, avec des gros ventilateurs qui sont sur un échangeur à plaques à l'arrière des serveurs. Enfin voilà, c'est très complexe. Et ça doit tourner pile poil parce que sinon, bah, ça ne fonctionne pas. Et si tu as le 10 degrés de trop, bah, ça ne marche plus. Et donc voilà. Et quand tu as fait des investissements de plusieurs milliards, tu es obligé de couvrir tous ces risques-là. Et donc, Mais attends, un data center comme ça, c'est un investissement de quel ordre? On est en milliards? moi, je ne parle pas des chiffres, je communique jamais sur les chiffres. Mmh. Et en même temps, j'étais en train de regarder une surface d'un terrain de foot, juste pour revenir à notre truc d'avant, c'est à peu près 7140 mètres carrés. Donc, tu D'accord. vois, ça fait 2 terrains de foot, un peu 2 plus de 2 terrains de terrains de foot. foot. Voilà. 2 Juste terrains pour la première de foot phase. Hein, nickel. parce que, excuse-moi. Et après donc 2 terrains de foot comme ça, on est nickel Et en termes de montant, ben, en fait, tu prends le prix des GPU, tu regardes le prix public d'un GPU, quand tu te dis tu fais 25, 50, 75, 100 mégawatts, 200 mégawatts, 1 gigawatt,
tu regardes combien de GPU tu mets à l'intérieur d'un data Oui, center comme ça, oui, sachant oui. que tu sais qu'à peu près, allez, les 2 tiers de la charge, c'est induit par les GPU. Ça te permet de reconstituer à peu près le prix, de ce qu'on va mettre en termes ce que tes clients vont mettre en termes d'équipement. Oui, mais Après attends, mais donc ce data center de 15 000 m², tu le livres à ton client, on est d'accord? Au bout de 2 mois, tu dis, c'est ça? Et ouais, lui, il va mettre à ce moment-là, ses GPU dedans, exactement. en Nous, on reste général de la marque NVIDIA. Ouais. exactement, exactement. Et donc sur un data center de 15 000 m², il peut en mettre combien en gros, à ton Bah, là, avis? sur 15 m², tu vois, on a à peu près aujourd'hui 50 mégawatts qui se déploient, D'accord. et Mmh. donc sur 50 mégawatts, tu mets à peu près, 20 000, 25 000 GPU, à Ah peu près. oui, dis donc. Ah oui, oui, dis donc, c'est Voilà, costaud quand même, parce que quand ouais, un peu on plus de parle 25 000. des méga projets d'Elon Musk sur Colossus, qui est à un moment le plus gros data center du monde, on est à 100 000 GPU, hein, donc C'est ça. à 20 000, 30 000, on est déjà sur quelque chose de très significatif. Donc 20 000 GPU NVIDIA, d'accord, Un peu excellent, plus, un peu plus, fois ou à 30 000, mais bon, peu importe, ouais. waouh et 30 Et c'est 000. surtout pas les mêmes générations parce qu'en fait, chez Colossus, tu as des H100 aujourd'hui Mmh. qui sont pluggés, donc c'est les générations 2 générations d'avant. Là, on est Ouais. sur du GB200, donc un GPU, un GB200, c'est l'équivalent de à peu près, je ne veux pas dire de bêtises, il faudra vérifier, mais ça doit être 4 fois la puissance d'un H100 si tu veux. Donc Ah c'est, oui, parce que là, donc j'étais en train de faire mon calcul avec un H100 à 40 000 $, mais en non, le fait, H100, il est beaucoup moins cher que ça maintenant, il est à moins de 10 000, je crois, en prix ah public. ouais, ah ça a baissé, ça a Malheureusement, été moins de 10 divisé 000, par ça doit 4 être 5 en 1 000. an et demi alors? Ouais. Voilà, c'est ça. Et un Ah, GB200, enfin bon, on est dans des investissements de l'ordre du milliard, je pense quand même, par le je peux client qui pas vient commenter opérer ce là-dessus. data center. Mmh, Je peux d'accord. pas commenter là-dessus parce qu'après, c'est le business de Waouh, mes clients et bien je suis sûr. soumis, donc c'est Et compliqué. attends, et ça ensuite donc, c'est raccordé au réseau électrique où il faut, donc tu nous parlais de tu as dit combien de mégawatts pour celui-là? Alors là, si tu veux, En je gros? déploie 25 mégawatts au mois de 25 juillet, mégawatts. sur Vinland, mais en réalité, on a 75 mégawatts à déployer d'ici la fin de l'année en plus. Donc on sera à Ah 100 oui. mégawatts juste sur ce data center-là. Et là, en fait, c'est pas l'énergie qui vient du réseau. En fait, c'est nous qui la créons, cette énergie en plus. Donc ça veut Ah dire oui, qu'en l'espace de un peu comme Elon d'ailleurs, hein, parce que lui aussi, il a dû louer des groupes électrogènes qui transforment du gaz en électricité. bien sûr. On fait la même chose, c'est-à-dire que nous aussi, on va mettre nos propres systèmes de génération d'électricité. La différence, c'est qu'en plus, comme il y a marqué Sustainable Data Center en dessous de notre tagline, même aux États-Unis, en fait, on veut avoir zéro émission. Et donc là, je ne vais pas en parler encore, mais on est en train d'arriver avec une technologie qui nous vient tout droit de France, que l'on est en train de scaler à fond, et qui va nous permettre de réduire de 100% nos émissions de gaz à effet de serre, de NOx, de tout. Donc, ça sera 100% propre. Mmh. Et en plus, on va, grâce à cette technologie, recréer du pétrole vert. Voilà. Donc, j'en dis pas plus, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir mettre des gigawatts de capacité aux États-Unis de gaz vers l'électricité sans avoir un seul impact négatif sur l'environnement. Et ça, c'était ultra important pour moi parce que je ne me voyais pas faire autrement. Donc, j'ai Mmh. cherché beaucoup de temps. J'avais des technologies plus conventionnelles qui me permettaient d'arriver à réduire nos émissions de 98,5%, mais ça ne me satisfaisait pas parce que je voulais vraiment avoir un impact nul, voire positif, sur l'intégralité de la chaîne. Et donc, ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'avec 4 tonnes de CO2, on est capable de recréer 1 tonne de pétrole ultra efficiente. Parce qu'en plus, c'est avec des composants biochimiques qui sont absolument parfaits, ce que même la chimie n'arrive pas à créer. On va dire que notre technologie arrive à la créer. Enfin, c'est pas la nôtre, hein, c'est celle qui a été développée par des chercheurs français. Et donc, là, on va lancer notre premier proof of concept, comme on dit, at scale, Mmh. pour plusieurs dizaines de mégawatts dans les semaines qui viennent, pour Waouh! montrer que la techno fonctionne. Et là, après, on est parti en industrialisation complète sur l'intégralité. Mais et donc, bah, écoute, hâte d'en savoir plus sur cette technologie ultra secrète. Mais donc c'est pas du nucléaire alors, pas forcément du nucléaire, hein? Le On nucléaire, aurait en fait, pu penser à ça, mais non quoi, ouais, enfin. en fait, nucléaire en France, oui, parce qu'on a des gigawatts qui partent dans la Mmh. nature aujourd'hui, qui ne sont pas utilisés ou qui sont vendus à nos voisins européens. Et ça fait sens parce que c'est complètement décarbonisé. Et en plus, on a, nous, la chance d'avoir un data center à Grenoble qui est à côté des barrages hydroélectriques. Donc, on est ultra méga vert pour le coup. On fait super attention à ça. Aux États-Unis, bon, le réseau électrique, il est ce qu'il est. Il est complètement saturé dans la plupart des États et c'est très compliqué de compter sur
les fournisseurs d'énergie classiques. Donc, ils arrivent, mais ils arrivent au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans pour complémenter l'offre. Mais si tu veux être rapide, tu n'as pas le choix. Et le nucléaire, de manière générale, tous les réacteurs dont on parle, ils arriveront dans 5 ans, dans 10 ans. Mmh. Pour des questions de normalisation, etc., etc. Et donc, dans 5 ans, la guerre de l'IA, elle sera perdue ou elle sera gagnée, si tu veux. Donc, on n'est pas du tout dans des plans quinquennaux. Et c'est ce qui me fait doucement songer que la plupart de nos décideurs politiques, même des grands groupes d'investissement, etc., quand ils raisonnent à 3 ou 5 ans, ils ont tout faux parce que, en fait, voilà, les players de l'IA auront déjà pris l'intégralité du marché et le monde dans 3 ans, 5 ans sera tellement différent de celui qu'on peut imaginer aujourd'hui. Je Mais pense c'est que dingue. ouais. Je trouve ça génial ce que tu dis, ça me fait vachement réfléchir parce que, en fait, quand je pense à ces projets de data center, je pense, genre infrastructure, tu vois? Mmh. Et infrastructure ou même fonds d'infrastructure. Mmh. Mais infrastructure en soi, dans mon imaginaire, hein, tu vois, ça veut dire temps long, quoi, tu vois? Ça veut dire, C'est ça. dans les des années 50, tu sais, en France, à 2000, enfin, tu penses à plein de choses, le nucléaire, les 30 glorieuses et tout ça. Donc tu es sur plusieurs dizaines d'années et en fait, ce que je pense comprendre dans ce que tu me dis, c'est que toi, tu fais de l'infrastructure à la semaine quasiment, en fait. C'est non, C'est ça. enfin, C'est exactement ça, puisque quand tu waouh, déploies quelque chose en 20 semaines, tu es à la semaine, en effet, ouais. Et du coup, incroyable. c'est ce qui véritablement est nécessaire pour nos clients. Tu le vois, aujourd'hui, tu as des process comme Marcus, enfin, tout ce qui est en train d'arriver et tout ce qui existe maintenant, pas qui existera dans 3 ans, dans 2 ans, même dans 6 mois, avec tous les agents IA, et cetera. Les use cases, les ROI de nos clients ne font qu'exploser de jour en jour et donc le besoin, il est exponentiel. Et c'est vrai que nous, enfin, notre cerveau humain, il n'est pas fait pour penser exponentiel. Il est fait pour être empirique. On apprend de notre histoire, mais on a beaucoup de mal à se projeter sur une fonction exponentielle. Et là, on est véritablement sur une fonction exponentielle. Donc, ça rend beaucoup de gens dans l'inconfort, surtout quand tu parles à la TradFi, enfin, la finance traditionnelle, etc., où eux, ils ont besoin d'avoir beaucoup d'antériorité pour se construire un consensus, pour se dire, ah oui, c'est le bon secteur, il faut y aller, etc. Mais tout le monde est perdu. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus complexe, en fait. Ah, Voilà, bref, excuse-moi, je ne veux pas hijacker le. Charles-Antoine, et juste pour qu'on soit bien dans le concret, hein, parce que c'est des domaines compliqués, hein, quand même, hein, pour tout le monde, pour moi le premier, quand on connaît pas, mais fascinant, fascinant, hein. Et tes projets en cours, si j'ai bien compris, tu en as un aux États-Unis, c'est ça? City of Vineland, tu en as Mmh, un dans l'Isère, mmh, tu en as un aux Émirats arabes unis, j'imagine? pas encore. Non, d'accord. Mais donc, en tout cas, tu as quelque chose et j'encourage, hein, nos auditeurs et ceux qui nous regardent pourront consulter ton profil LinkedIn aussi parce que tu as mis des photos. Et moi, je trouve que les photos aériennes, un peu de la construction d'un site, c'est assez époustouflant et ça permet de comprendre ce truc à la semaine dont on parle là. Je crois que tu as mis des photos de la construction de ce data center City of Vineland et Isère. Ça, en tout cas, là, tu as deux gros projets un peu dans les schémas dont tu nous parles sur l'ordre de 15 000 mètres carrés là. Enfin, C'est ça, exactement. J'en ai des 2 côtés de l'Atlantique et puis c'était mon ouais. challenge perso, c'est de pouvoir construire un des 2 côtés de l'Atlantique en même temps, en ayant une structure que je venais de créer, avec, du coup, des règles, des réglementations, des attentes clients qui soient complètement différentes et montrer qu'on était capable de faire juste des choses extraordinaires en même temps et de manière simultanée, dans des environnements ultra changeants, ultra complexes. Et donc c'est le vrai challenge d'engineering que je me suis lancé. J'avais aucune obligation de le faire, bien évidemment. Mais nos clients nous ont poussé dans cette voie-là. J'ai décidé en décembre d'aller aux États-Unis. En février, on était en train de lancer la construction en fait, de notre data center et en juillet, on le livre. Donc, c'est juste, enfin, c'est comme on pourrait dire le rêve américain, tu vois. Et c'est pareil, en août, je me dis, Attends, bon, refais-moi, excuse-moi. T'as commencé en février, tu le livres en juillet, c'est ça là? ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et Waouh! attention, Non, et c'est ça, que la, c'est la dans première le, fois. c'est City of Cloud et tout ça, non? C'est pas, Alors, c'est City of Island, donc c'est dans le sud du New Jersey. Et c'est à côté de Philadelphie. Tu es à 40 minutes de Philadelphie, on va dire. D'accord. et c'est un endroit historique sur les data centers, non? C'est pas ça, cette Alors, dans zone-là? le sud, non. Dans le nord du New Jersey, oui. Mais dans le Ah, sud, non. Justement, on est les premiers à arriver. Et il n'y avait ah. personne autour de nous. Et en fait, moi, je vais que dans les endroits où on ne nous attend pas. Et parce que c'est beaucoup plus simple. Les mairies sont super supportives. On a l'accès à l'énergie beaucoup plus simplement parce que tout ne s'est pas fait
accaparé par justement les quelques data centers autour, etc. Donc, on va beaucoup plus vite que tout le monde aussi grâce à ça. Et on trouve aussi beaucoup plus de ressources beaucoup plus facilement. Parce que moi, j'ai quand même beaucoup de contracteurs que j'utilise, comme on dit, j'ai besoin qu'ils soient disponibles. S'ils sont tous occupés déjà à construire d'autres data centers, c'est compliqué, quoi. Mais alors ça j'adore ce sujet-là. Mais donc, il y a ta boîte. Vous êtes combien dans ton entreprise aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le groupe BSO, c'est à peu près 200 personnes. D'accord. Chez DataOne, on a une trentaine de personnes OK. en direct. Après, Et en après indirect, c'est beaucoup plus de gens, bien sûr. et après et donc dont les contracteurs dont tu parles et ça, si j'ai bien Alors, compris, c'est ça sans c'est les contracteurs, parce que les contracteurs, là, du coup, ça mmh. vient augmenter drastiquement, là. Parce que Si tu ça, veux, si j'ai bien compris, c'est assez dingue quand tu fais cette opération donc sur, tu dit combien? Tu dit combien de semaines, excuse-moi, en tout, 20 pour semaines, 20 20 semaines, semaines, merci. Donc sur les 20 semaines, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, c'était un truc assez dingue qui se passait. C'est qu'il y a ensuite, ben, peut-être des milliers d'électriciens, de charpentiers, d'ouvriers, qui débarquent en fait sur le site, et donc il faut pouvoir les accueillir aussi, les héberger, les nourrir, et que c'est un truc assez dingue pendant ces 20 semaines quoi qui se passe. c'est Avec, ça. Alors, ouais. en l'occurrence, pendant 10 semaines, on construit la coque, hein, pour faire simple, et on construit tout le gros œuvre. Et après, tu as 10 semaines pour faire venir les électriciens, les plombiers, Ah oui. et tous les autres corps de métier. Et donc là, il faut avoir très, très, très bien pensé ton infrastructure et ta co-traitance et ainsi de suite, pour être capable de ta coactivité, comme on dit, pour être capable de pouvoir justement faire en sorte que ça fonctionne. Donc, c'est un vrai orchestre Waouh! symphonique avec 4 chefs d'orchestre en même temps qui font battre à peu près un orchestre philharmonique fois 8. Et tout ça à la mesure, parce que s'il y en a un qui est en retard par rapport à l'autre, ça met tout le monde par terre. Donc oui, Truc c'est de vraiment fou, intéressant. truc de fou. Et donc là tu as des centaines, ou des milliers Ça, d'électriciens, pas des d'artisans, milliers, mais des centaines, ouais. des centaines qui débarquent de tous les États-Unis, voire d'ailleurs, et qui viennent, Alors, pendant c'est l'avantage des US, là, pour le coup, et c'est pour ça que je suis pas allé dans d'autres pays pour commencer. Et en France, c'est pareil. On a des gens de grande qualité disponibles. Et, il faut pas croire, il y a aussi une crise quand même sur pas mal de secteurs dans l'immobilier aujourd'hui, avec des taux qui sont élevés, etc. Et donc, tu trouves quand même des très bons électriciens par dizaines quand tu veux vraiment le faire. Et en fait, j'ai pas besoin d'avoir des milliers d'électriciens non plus, hein. Il faut pas pleurer. mmh. J'ai besoin d'avoir 70 électriciens en même temps, tu vois, sur un site. J'ai besoin d'avoir une cinquantaine, soixantaine de plombiers en même temps. Donc oui, on va monter à 150, 200 personnes sur le chantier. C'est pas monstrueux non plus, tu vois, et ça se passe bien. Donc voilà. Waouh! Heu, excellent. Et Charles-Antoine, et de l'autre côté pour comprendre, et ensuite après donc tu livres ce data center Oui, à ton client, exactement. qui te l'a commandé en amont en général? Alors c'est moi qui lui impose mon design. Et ça, D'accord. Mmh. voilà, je lui dis: Ça ressemblera à ça. Toi, tu me donnes simplement tes paramètres, de me dire: OK, j'ai besoin de tant de kilowatts par rack D'accord. pour mettre tel type de GPU, et du coup, je te livre la meilleure solution, celle qui me semble être la meilleure. Après, bien sûr, on discute avec nos clients. On peut modifier certains aspects pour vraiment rentrer dans un cahier des charges un peu plus précis. Mais on va dire qu'à 90 ça aura été édité par nous de toute façon, parce il y a pas de miracle. À un moment donné, si tu veux être rapide, on prend tout un tas de raccourcis, et donc on peut pas faire certaines choses qu'on peut nous demander. Bien sûr. Tu vois, si on me commande je te dis une Renault Capture, tu peux changer la couleur, tu peux changer peut-être la nature des sièges, etc. Mais ça restera une Renault Capture, quoi. Donc, Mmh. globalement, pour nous, c'est la même chose. Tu prends un data center, ça sera un data center d'IA designé par DataOne. Tu peux changer la couleur de certaines choses et nous demander d'amender certaines options à la marge. Mais malgré tout, le cœur restera celui qu'on a designé, parce que sinon, ça ne fonctionne pas, tout simplement. Mmh. Et tes clients, il y a Nebius, on en a parlé, tu as Ouais. d'autres clients, qu'on J'ai connaît Core un petit peu? 42 aujourd'hui, j'ai Nebius annoncé officiellement, j'ai Core DXC. 42, d'accord, Ouais, super. j'ai DXC Technologies aussi, qui est Mmh. notre client parce qu'on a racheté leur data center en France. DXC Technologies, c'est un peu comme Atos, mais très connu aux États-Unis, puisque c'est une entreprise listée au Nasdaq, qui vaut 14 milliards, un peu moins maintenant, je crois. Enfin bon, qui fait 14 milliards de chiffre d'affaires et qui doit valoir dans les 4 ou 5 milliards, pardon. Je ne vais pas dire de bêtises, il faudra fact-checker quand même. Et voilà, mais globalement, oui, on a des grandes entreprises, j'ai HP aussi comme client. Et si tu veux, il faut le remettre dans le contexte, hein. Et puis après, je ne peux pas te parler des autres parce que pour le coup, je suis encore en Mmh. accord de confidentialité, et c'est pas public. Il faut se remettre dans le contexte qu'on a lancé cette entreprise en novembre l'année dernière et qu'on Ouais. a déjà signé pour des milliards de dollars de valeur de contrat. Tu vois, donc c'est ça ce qui est fou en fait, parce que quand tu te mets dans ce mode-là, tu dis normalement, il faut
faut 20 ans pour y arriver, il faut 10 ans pour y arriver, tu vois. Enfin, on est dans de l'infra, on est dans du lourd, on est dans du dur, etc. Et là, en quelques mois, on est capable de signer des contrats en milliards de dollars, avoir des clients qui nous payent des centaines de millions de dollars et être capable de déployer des infrastructures qui sont sans aucune commune mesure avec ce que l'on a connu dans le passé et mobiliser des énergies absolument extraordinaires, des gens d'une qualité exceptionnelle. Et donc, ouais, du coup, c'est juste, c'est l'AI Revolution, quoi. Et ça le touche, là, tu le vois sur l'angle concret de ce que tu peux toucher, mais dans ton application tous les jours, tu le vois bien, tu peux faire un film avec quelques prompts aujourd'hui, tu peux générer des choses absolument extraordinaires en quelques prompts. Donc, tout ça, ça vient bien de quelque part. Donc, il faut bien que l'infrastructure informatique, elle suive ce trend-là aussi et qu'elle puisse se déployer aussi vite que ce que les gens attendent. Si c'est pas le cas, tu passes à côté de toute la révolution, quoi. Voilà. J'adore. Franchement, je suis complètement fan. On connaissait les startups Gamma dont tu parles. Je te recommande, si tu connais pas, Genspark. Tu connais ou pas? Ouais, j'ai testé aussi, c'est pas mal. C'est pas mal sur les présentations et je parle pour nos auditeurs. Manus aussi vient de sortir une nouvelle fonctionnalité de présentation. Enfin bon, toutes ces startups du vibe coding, mais ce que je comprends, c'est qu'en effet, pour suivre leur évolution exponentielle, hyper rapide, parce qu'elles ont plusieurs dizaines de millions de clients et elles valent des milliards de dollars en quelques mois, il faut qu'il y ait la même chose qui se passe côté data center. Ok, franchement, merci beaucoup Charles-Antoine pour ce tour. Je comprends bien mieux les choses. Alors, pour continuer peut-être, le sommet pour l'action, et alors moi je suis ravi qu'on ait un Français comme toi qui soit au taquet et aussi pertinent sur le sujet. Je trouve que c'est génial, avec une approche à la Elon Musk. Juste pour parler, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du sommet pour l'action sur l'IA? Donc on a parlé d'un plan d'investissement de 35 milliards d'euros. Non, je dis une bêtise en fait. 100 milliards d'euros, je dis une grosse bêtise. Donc le président Emmanuel Macron a parlé d'un plan d'investissement de 100 milliards d'euros dans l'IA. Et donc, en regardant derrière, en fait, au début, on se demandait comment ça allait se passer, cet investissement. On a compris qu'il y avait la construction de 35 data centers qui étaient associés à ce plan d'investissement des 35 milliards d'euros. Toi, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vas travailler dans le cadre de ce plan avec tes clients? Voilà. Alors, enfin, non, c'est pas exactement ça. En fait, tu as en effet 2 tranches qui ont été annoncées. Tu as 2 fois 50 milliards de ce que j'ai suivi. Tu as 50 milliards qui sont pledgés par les Émirats arabes unis pour construire entre 1 et 5 gigawatts de data center en France. Et tu as plusieurs dizaines de milliards mis par Brookfield au travers de DRT, Digital Realty Trust, pour faire un autre très gros campus de data center. Et puis après, tu as d'autres acteurs un peu plus mineurs qui peuvent amener un peu plus d'argent autour de la table pour faire de l'activité de recherche, d'investissement en data center aussi. Donc, c'est essentiellement pour l'infrastructure. On n'est pas sur 35 sites, on est sur beaucoup moins que ça. On est sur des gros campus en revanche. Les 35 sites, ce sont des sites qui ont été identifiés par EDF pour être proches des centrales nucléaires et pour pouvoir accélérer en fait les demandes de raccordement, parce que c'est un vrai sujet en fait en France. On a beaucoup d'énergie. Comme l'a dit Macron, plug baby plug versus dream plug, mais plug dans 3 ou 5 ans, si tu veux. Donc le problème que l'on a, c'est ça. Et je me bats avec les ministres français, avec l'Élysée, etc. Tous les jours pour qu'ils nous allègent en fait tous les prérequis. Alors pas tant environnementaux que juridiques et que tout le reste qui a été créé au travers des années et des années, puisque tu sais, dans les années 60, tu allais voir ton maire, tu avais un permis de construire en l'espace de 15 jours et puis ça se passait bien. Et je pense que ce qu'on a construit dans les années 60, ça existe encore aujourd'hui et ça tourne. Et voilà. Aujourd'hui, si tu veux un permis, ça prend au moins 3 mois, 6 mois, 12 mois en fonction de la complexité de ton sujet. Et là, on parle juste du permis de construire. Après, je ne te parle pas de tout ce qui est ICPE, je ne te parle pas de toutes les autorisations administratives qui prennent des mois et des mois et des années. Ouais. Et plus ton projet est gros en France, et plus ça te prend des années juste réglementairement parlant pour y arriver. Bien sûr. Quand tu passes 2 ans à gérer du réglementaire, tu n'as pas créé 1 euro de valeur, hein, tu as juste géré la complexité que les politiques t'ont amené au travers du temps pour toujours plus de sécurité, etc., qui est complètement inutile. Encore une fois, les immeubles qu'on construit dans les années 60, ils sont encore là. Quand on les construisait sous Haussmann, ils sont encore là, et ça allait beaucoup plus vite que ce que ça ne va aujourd'hui.
Alors, au moment de la technologie, en plus, qui accélère tout, qui nous permet de revoir des centaines de pages de documentation technique en l'espace de quelques secondes, d'avoir des conclusions extrêmement smart et éclairées, et bien plus que ce qu'un humain peut revoir en plusieurs semaines, on se dit, mais mon Dieu, où va-t-on? Et donc, quand tu as des plans, encore une fois, comme ce qui ont été annoncés, ce sont des plans à 5 ans. Reprends les annonces, tu verras, c'est à 5 ans d'investissement. Comme je le disais tout à l'heure, regarde ce qui s'est passé en 2 ans, imagine dans 3 ans et dans Ouais. 5 ans. Mais enfin, tu as des gens comme Elon Musk qui sont en train de plugger des centaines de Ah milliers non, de mais sites moi, tu sais, dans des ma pays. vision là-dessus, c'est déjà à la base, c'est l'AI Act, tu sais, qui a Ah, démarré en 2018, avant ChatGPT, avant l'IA générative. Bon, malheureusement, bah, tu vois que le jour où ça tombe, il y a plus rien qui est valable pour moi. Enfin, tu vois, on c'est est ça. Et le problème que tu as en plus, c'est que l'AI Act, comme toujours, c'est très bureaucratique européen, technocratique européen, avec une vision certes éclairée, parce que l'IA, enfin, pour moi, c'est une arme qui est pire que l'arme atomique, avec laquelle on est en train de jouer sans trop comprendre ce qui va se passer, etc. Quand tu écoutes tout, et moi le premier, quand tu écoutes tous les scientifiques du secteur, on est tous quand même un peu, on a peur un peu quand même, hein, parce qu'on se dit, on va se retrouver véritablement avec quelque chose qui peut nous dépasser très rapidement. Le fait est que, voilà, aujourd'hui, on est dans un monde où on est pris par toute cette politique-là, par cette bureaucratie. Les États-Unis avancent très vite, la Chine avance très vite, l'Europe est à la traîne. Et le problème que tu as, c'est que quand tu as des supercalculateurs de cette nature-là, ce pas des supercalculateurs, on parle d'intelligence artificielle. Quand tu crées des consciences demain avec la AGI, l'SI, l'ASI, etc., on va avoir un vrai sujet en Europe si on n'est pas équipé de la même manière. C'est-à-dire que c'est le Mmh. projet Manhattan puissance 10 000, hein, c'est-à-dire l'émergence de la bombe atomique, puissance 10 000 en face. C'est-à-dire que toi, tu vas être un débile dans une salle de génie. Je ne peux pas le faire différemment, en fait. C'est-à-dire qu'eux vont être Mmh. capables de prendre, si demain ils décident de t'attaquer, aussi bien économiquement, au niveau de communication, au niveau financier, etc., machin, tu ne pourras même pas détecter cette attaque-là, parce que tes systèmes d'information ne seront pas prêts à accueillir ce type d'attaque de nouvelle génération, bien plus smart que ce à quoi tu as pu penser toi. Et donc, du coup, si tu attaques aussi physiquement, tu auras un autre problème, c'est-à-dire qu'ils auront une capacité de projeter des forces selon des angles et des scénarios que tu ne pourras pas imaginer non plus. Et donc, à partir de là, ça te met en rupture complète avec les autres puissances développées. Et tu deviens, tu es rangé en pays émergent. Mais sauf OK, que donc là, on est en train de se faire déclasser, big time. il y a une grande raison à cause aussi de l'administration. Si j'ai bien compris, il y a cette histoire de raccordement au réseau RTE qui est un sujet aussi. Tout ça, ça Oui. fait prendre énormément de temps, c'est ça? Mmh. Alors, aujourd'hui, RTE, ils font un job Et ça, j'ai reçu Aude Durand sur le podcast, donc la DG adjointe d'Iliad, qui m'avait ouais. parlé de ce sujet-là aussi. Alors aujourd'hui, RTE, ils font un job qui est absolument exceptionnel parce qu'il faut comprendre qu'on a un réseau électrique qui est certainement le plus beau au monde en termes de sécurité, de design, enfin voilà, tu n'as pas de rupture d'électricité en France. On fait, oh, mon Dieu, 1 minute, c'est impensable, monsieur, Bien vous vous sûr. rendez compte. Tu vas aux États-Unis, tu as 30 minutes tous les ans, il n'y a pas de Et alors, problème. Et tout le on monde est a vu habitué. les conséquences du blackout en Espagne il y a quelques semaines, hein, et Exactement. on a vu que ça faisait peur à tout le monde, hein. Enfin, Exactement. Et donc, nous, en France, c'est quelque chose d'absolument impensable. Sauf que c'est totalement pensable. Tu vas en Afrique, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Chine, il y a des blackouts tous les 4 matins. OK? RTE, hein, juste pour nos auditeurs, réseau de transport d'électricité, hein, voilà. Exactement. C'est eux qui transportent tous les électrons qui sont produits par les centrales nucléaires d'EDF, par les centrales de GDF, enfin, peu importe, de quelque entreprise que ce soit, en France, mais aussi une partie en Europe. Et donc, ils font un super boulot. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, parce qu'ils sont dans un monde d'infrastructure aussi, ils sont en train de penser leur développement à 3 ans, à 5 ans, à 10 ans. Créer des sous-stations, pour eux, c'est des process qui durent 5 ans en général. Qu'est-ce que tu fais en 5 ans? Et Mmh. alors finalement, enfin, je veux dire, aux États-Unis, ça se passe de la même manière. C'est-à-dire que ceux qui font le renforcement des lignes électriques, ceux qui créent des sous-stations, ils ont aussi des lead time qui sont enfin, des délais de livraison qui sont de 3 ans à 5 ans. Il faut aller beaucoup plus vite. L'avantage que l'on a, c'est qu'RTE est détenu par l'État en France. C'est national comme entreprise. Donc, si l'État dit, OK, on a une task force maintenant IA, parce qu'on a identifié, on militarise même le problème. Tu vois, en 5 ans, on a été capable de rebâtir Ouais. Notre-Dame. Je veux dire, tu as vu le truc, Notre-Dame, quoi. Je l'ai visité ce week-end avec mes C'est enfants. C'est fabuleux, extraordinaire. Enfin, tu extraordinaire. imagines le nombre de, alors là, pour le coup, le nombre de milliers d'ouvriers que tu as eu pendant des années, de coordination incroyable, c'est des militaires qui ont géré le sujet. D'accord. Intégralement, c'est des généraux qui ont été nommés. Ils ont dit, OK, vous nous faites le truc. Et en 5 ans, c'était là. Impensable. Il a fallu plus d'un siècle pour faire Notre-Dame. Enfin, voilà. Et ça a été reconstruit de manière absolument extraordinaire. Tu fais la même chose sur l'IA et tu dis, maintenant, les choses qui nous prenaient 5 ans à faire en sous-station, ça prend 3 mois. Parce qu'on n'a pas le choix.
C'est une question de survie de la nation, en fait. Et on en est là. Mes mots sont forts. Je sais qu'on peut se dire, oh, mais il est complètement fou, etc. Machin. Non, je pèse mes mots. Je le dis Bien en tant sûr. que scientifique du secteur. C'est une question de survie de la nation. Et donc, du coup, en 3 mois, en 6 mois, on doit avoir des sous-stations qui connectent les grands donneurs d'ordre et les grands projets d'IA, etc. Machin, parce que c'est une priorité nationale. C'est une priorité de sécurité intérieure. C'est une priorité de sécurité pour nos entreprises, pour nos concitoyens, etc. Et donc là, RTE sera capable de le faire parce que ce sont des super ingénieurs, ce sont des super soldats. S'ils reçoivent l'ordre et qu'on leur dit t'as pas besoin de faire les 3 quarts des études qui servent à que dalle parce qu'on sait très bien qu'ouvrir 2 routes pour taper, pour mettre des câbles de 125 000 volts, tout le monde sait le faire chez RTE. Et t'as pas besoin d'attendre pendant 1 an et demi les approbations de 2 mairies et ou de faire une étude de savoir si la grenouille verte qui n'existe pas dans ce coin-là pu passer à travers la route. Non, c'est bon, on l'a ouverte il y a 3 mois, la route, pour faire passer 2 réseaux de télécommunications. On sait exactement ce qu'il y a, on peut le faire. Donc, si tu veux, c'est cette réalité-là de terrain, en fait, aujourd'hui, qui est très Tu as eu l'oreille de Clara Chapaz et de Éric Lombard sur ces sujets-là? Ouais, j'ai leur oreille. Après, tu sais, c'est comme, ils Même sont plus que il extrêmement. faudrait même avoir un peu plus, en effet. Ouais, c'est ça. Mmh. Ils te donnent toujours raison. Après, est-ce que ça change grand-chose? J'en sais rien, tu vois. Et c'est des gens qui sont très à l'écoute. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est de l'écoute active, très intéressante. Maintenant, j'attends de voir la résultante. Et si la résultante, c'est le PINM, on passe complètement à côté du sujet. Le projet d'intérêt national majeur, ok, ça te fait passer au-dessus de la pile potentiellement des délais d'attente de RTE, mais tu as quand même 3 ans derrière si tu as un renforcement de poste source. De quoi on parle, tu vois. Et derrière, tu es quand même obligé de faire les 3 quarts des études et de toutes les considérations technocratiques que l'on a en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, tu as 12 à 18 mois d'attente, encore une fois, pour juste commencer à pouvoir travailler, hein, d'autorisation administrative. Et puis derrière, tu as encore 18 mois minimum de travaux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et moi, Alors pour que l'instant, là, je fais des gigawatts de station. pour toi, il est urgent donc qu'on construise les data centers donc en France, hein, pour toutes Bien les sûr. questions dont tu nous parlais tout à l'heure, de souveraineté, au niveau de cette course à l'IA, Une course à l'armement technologique. Voilà. Il faut employer les mots comme ils sont. On est dans une guerre économique, on est dans une guerre stratégique, on est dans une guerre du savoir. Aujourd'hui, celui qui dispose de la plus forte intelligence, c'est celui qui dominera le monde de demain. Voilà. Ou en tout cas, qui sera capable de lutter à armes égales et ou de le contrôler. Ce qui nous a mis en haut de la chaîne alimentaire, on le sait tous, c'est notre cerveau, c'est rien d'autre. Hein. C'est pas notre force physique. Hein. Quand on a tué le lion, c'est parce qu'on a fait des armes qui ont permis de tuer le lion, de le piéger. C'est notre cerveau qui a fait ça. Imagine que tu es en train de créer un cerveau qui est à peu près, peut-être demain, 1000 fois plus puissant que le cerveau humain, en tout cas sur des tâches dédiées. Qu'est-ce que tu veux lutter face à ça? Donc, si tu n'as pas toi-même cet armement-là, cet armement numérique, tu es débordé, tu es mort, tu es obsolète. Voilà. Et tes entreprises, quand elles veulent faire le nouveau missile pas cher qui permet de détruire les drones ou je ne sais pas quel moyen au niveau du laser ou de jamming ou de ce que tu as envie pour te défendre, parce que là, je prends l'analogie militaire pour qu'on aille jusqu'au bout de la pensée. Si tu n'as pas ça, parce que justement, tu n'as pas les systèmes de simulation et d'IA pour t'aider à aller beaucoup plus vite que ton concurrent, ton concurrent chinois, lui, il l'a, ton concurrent américain, lui, il l'a, et donc il sera capable d'arriver 6 mois, 12 mois avant avec un armement qui te dépassera tellement technologiquement parlant que tout ce que tu auras mis en place pour te défendre ne fonctionnera plus, sera totalement obsolète. Et on est, encore une fois, c'était la fameuse courbe exponentielle dont je parlais tout à l'heure. Notre cerveau n'est pas fait pour réagir aussi vite. Notre adaptation, elle s'est passée au travers des millénaires, hein, notre adaptation morphologique, psychologique, etc., elle s'est passée au travers de siècles et de siècles. Aujourd'hui, le leap forward, comme on dit en anglais, l'avancement absolument majeur que l'on a, elle se passe en semaines, en mois et en jours. Donc, du coup, c'est un vrai sujet. Et j'essaie de tirer les sonnettes d'alarme partout où je peux parce que je suis profondément français. Mais ce que je suis en train d'équiper les États-Unis aujourd'hui avec mes data centers, ils n'ont pas besoin de moi, hein, ils le font déjà avec d'autres entrepreneurs. Mais ce qu'on est en train de faire, je le vois d'un côté, est complètement asymétrique par rapport à ce qu'on est capable de faire en France, alors que le général de Gaulle avait tout compris. Il nous a mis entre les mains le plus beau parc nucléaire au monde, il nous a mis entre les mains des centaines, des dizaines de gigawatts à disposition. C'est qu'à nous de pouvoir leverager ça aujourd'hui, de pouvoir en faire de l'or numérique. Et voilà, et le nouveau pétrole, comme on dit, c'est plus le pétrole en l'occurrence, c'est les GPU, c'est ce qui ressort de nos data centers. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, toute la valeur, elle se fait là, en fait. Elle se fait nulle part ailleurs ou presque.
Merci beaucoup, Charles-Antoine, et je comprends bien l'urgence et tu vois, on se pose beaucoup la question, est-ce qu'en effet, on va avoir un scénario hollywoodien de l'AGI ou pas? Mais en fait, la question, c'est qu'à l'heure de l'exponentiel dont tu parles, je comprends, vraiment l'intérêt et qu'en fait, une domination, peut et une soumission peut vraiment se mettre en place, en quelques mois, et là-dessus, Complètement. c'est, essentiel en fait, de tout faire pour être à la page, d'être les premiers et d'avoir l'infrastructure la meilleure pour pouvoir faire tourner ces modèles chez nous. Je suis tout à fait aligné. Exactement et regarde, en plus, on a la chance d'avoir Mistral aujourd'hui, quoi. On est il y a Évidemment. 3 puissances dans le monde avec des modèles absolument extraordinaires. Tu as les Mistral qui États-Unis. construit mi tu as entendu parler de ce projet-là? Mistral qui construit un data center dans les sols là, tu as vu ça ou pas? Parce Mmh. qu'ils en Je ont sais pas, parlé un petit peu, mais hein? ouais, Ouais, je commande pas ça. d'accord. Mais après, tu as DeepSeek en Chine, tu as Mistral en France et tu as les États-Unis. Putain, on fait partie du cœur numérique, tu vois ce que je veux dire? On a Bien sûr. absolument on a un écosystème hallucinant avec la French Tech. On a tout pour leverager et pour être, à l'avancée technologique de tout, en fait et là, Ah c'est non, non, mais attends et on a les chercheurs, hein, on 11 a les chercheurs chercheurs sur qui sont 14, extraordinaires. sur le papier de l'AMA, Yann Lequin le rappelle très souvent, tout l'impact de fer qui a été mis en place. On a les chercheurs, on a le parc nucléaire dont tu parles. En fait, on a l'impression qu'il manque juste un petit truc au milieu quoi, enfin qui au final, Moi, je serais complotiste et je dirais qu'il y a plein d'ingérences internationales pour, nous ralentir, en fait et quand je vois possible. certains papiers qui sortent bizarrement sur nos activités, je me dis: «Mmh, c'est tellement anti-français ça». Possible, mais Que tu sais quoi? Pour commenter le sujet sur ce podcast depuis 2 ans et demi, sur certains sujets, en effet, tu pouvais sentir un pouvoir un peu de type lobby, tu mmh mh. vois? Avec, des grandes puissances, et les AI regarde et bah, on en est arrivé à l'AI Act, par exemple, mais à plein d'autres choses aussi comme ça, hein, pour Absolument. C'est qui nous font pas accélérer. et imagine si aujourd'hui Safran ou, imagine Thales, tu vois, qui sont nos grands groupes de défense. Qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait? Ils vont envoyer tous les plans là de leurs derniers missiles, de leurs derniers chars, de leurs derniers trucs, Ah mais aux c'est une non mais États-Unis. là tu me parles d'une catastrophe, Charles-Antoine et en tant que formateur sur l'intelligence artificielle, tu vois? Qui est mon activité Mmh mh. principale aujourd'hui, c'est un drame hein, parce que quand je dois former, si je dois former la Société Générale, Thales, des entreprises de défense, je suis avec, des populations ont des ont des modèles qui sont complètement, outdated, qui valent rien, qui ont des vieux Llama, des vieux Mistral, qui n'ont pas le droit d'utiliser l'IA et en plus avec des équipes et des employés qui ont peur parce qu'ils se disent: «Si je me retrouve sur le marché du travail dans 3 ans, comment je fais? Parce que dans ma boîte, vu qu'elle est française et qu'elle est tenue par, plein de normes de questions de confidentialité, et que, bah, on peut pas avoir une solution française, pertinente et je n'utilise pas l'IA, donc si je suis sur le marché du travail dans 3 ans, je suis KO et je sens cette inquiétude, elle est terrible. Donc se dire, un Thales, un Safran dont tu parles, ben, sont en retard là-dessus, savent pas prendre le truc. Les équipes sont stressées. En effet, il y a un gros souci. Ouais, Ouais, je suis d'accord. no comment. Alors qu'on peut, aller de l'autre côté à la vitesse, supersonique, comme toi. Charles-Antoine, 2 petites questions juste pour finir. Hem, Est-ce que tu es short ou long Nvidia? Alors ceci n'est pas un avis financier. Non, 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 pas du tout. Hem, j'ai du mal à me positionner, en fait. Mmh. En fait, c'est un peu comme quand on me parlait de Post Tesla. DeepSeek quoi aussi, hein, ouais. Ouais, mais non, en fait, alors la techno Nvidia, on peut en débattre et cetera machin. Aujourd'hui, c'est leader, ça restera leader pendant les 2 prochaines années probablement. Il y aura pas de gros remplacements. Tu as AMD qui va venir les chatouiller, tu as Cerberus qui est là aussi en barrage et cetera. Mais le problème que tu as, c'est que toute la communauté de développement, elle est basée sur cette techno-là, à tort ou à raison, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus optimisées que faire tourner, des GPU, pour, faire tourner des modèles d'IA. Tu pouvais faire du processing memory, tu peux faire plein de choses différentes qui marchent encore mieux. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, tout le monde a embrassé ça. Donc oui, je pense qu'il y a encore 2-3 ans de grosse consommation de GPU. Est-ce que c'est pas déjà pricé dans le prix de l'action? Mmh. Big question mark. Je sais Mais pas. toi, tu es aussi OK, je comprends très clair et tu es aussi, tu vois le paradoxe de Jevons, qui nous dit un peu que, ben, que la consommation augmente en même temps que l'efficacité quoi, d'une certaine manière. En fait, même si, bah, on a vu qu'aujourd'hui, ça coûtait, bah, qu'un un modèle, Mais un modèle moins coûte cher, plus il sera adopté. En fait, c'est ça. exactement, ouais, on a vu que le prix d'un modèle le prix du token en 2 ans, encore dans ce Mmh rapport de Mary Meeker, a été divisé par 100, moins mh. 99%.
et on n'a jamais eu une telle. Donc, divisé par 100, mais de l'autre côté, des data centers pour l'entraîner qui ont vu leur prix multiplié par 100 ou voire Mmh. fois 1000, quoi. C'est ça, exactement. Et aujourd'hui, de toute façon, c'est ce qu'on va avoir. On va avoir une courbe logarithmique en termes de valeur du token. On va avoir une courbe exponentielle en termes d'utilisation. Et les deux vont faire que de toute façon, ça va sous-tendre. Et donc, tu auras juste un effet constant qui sera la pénétration dans le marché. La pénétration et l'usage de manière généralisée à l'intérieur de l'intégralité de notre civilisation, en fait. Et quelle qu'elle soit, l'avantage que l'on va avoir, c'est que tu auras des gens qui seront en Afrique, qui seront aussi intelligents que des personnes qui seront demain en France ou aux États-Unis. Ça va remettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'accès enfin à l'éducation totalement universelle, c'est l'accès en fait à une vraie globalisation des Lumières, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors Et ça, ça, c'est ce qu'elle a dit dans ce rapport, c'est assez incroyable, hein, c'est que c'est 32% de la population mondiale ou 2,6 milliards d'habitants ouais, qui vont découvrir la connaissance la connaissance digitale et internet grâce à l'intelligence artificielle. Ça, c'est mmh, ouf. absolument. Et c'est que le début de milliards d'applications qu'on ne peut même pas imaginer encore Et donc aujourd'hui. ça va être un égalisateur à ce niveau-là, au niveau mondial, d'après toi, ouais. Complètement. Et OK. je pense même que ça va être l'inverse, c'est-à-dire que ça va donner, la chance à des pays, en voie d'émergence aujourd'hui d'émerger véritablement, parce qu'ils auront beaucoup plus faim, que les pays qui ont déjà émergé. Tu sais, c'est l'histoire des tests sur les souris dans les années 60, hein. Tu faisais la première génération de souris qui étaient stressées par, la nourriture et cetera, tu les mettais dans le paradis des souris, tu leur donnais à manger, tu les mettais dans un environnement où elles étaient sécurisées, à boire et cetera. Elles étaient super contentes. La deuxième génération commence à devenir lazy, la troisième génération commence à s'entretuer. Au bout de 5 générations, 6 générations, ils étaient tous morts. Donc, du coup, quand tu es dans un environnement parfait, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, nous, comme on est biberonnés à de la facilité, quand tu es dans un bidonville en Inde, tu as beaucoup plus envie de t'en sortir que quand tu viens d'un quartier privilégié de France ou des États-Unis. Et donc, de fait, ça va donner l'accès à cette technologie, je pense, va donner des choses absolument extraordinaires quand tu vas voir arriver des gens d'Afrique, d'Amérique du Sud, etc. Ça va rebattre complètement, là aussi, la pression démographique que l'on peut imaginer, l'immigration va complètement se tarir. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont découler de cette techno qu'on a du mal à imaginer au niveau anthropologique. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Je pense que et je pensais à ça, moi, je pense on arrive dans un nouveau monde où Mmh. l'intelligence entre guillemets «pure» va de moins en moins Une compter commodité. parce qu'elle sera portée par le modèle. En Ouais. revanche, l'agency, comme on dit, aux US, en anglais, ton envie de faire des choses, ton agentivité, ça va devenir fondamental et pour utiliser l'IA et là, tu pourras faire des trucs de dingue. Ouais. Bon, après, moi, je suis beaucoup plus dark que ça. Je vais pas en parler trop aujourd'hui, mais je Mmh. je suis beaucoup plus dystopique en vision dans ce que je vois arriver. À la vitesse à laquelle ça arrive, je pense qu'à moyen terme, ça sera, enfin, ça va remplacer 99,9% du savoir universel et nous remplacer à nous. Donc après, c'est savoir comment est-ce qu'on va coexister avec l'IA. C'est un vrai sujet, c'est un sujet philosophique, c'est un sujet Mmh. scientifique passionnant. Mais j'attends de voir comment l'humanité va le traiter. Parce que c'est une question aussi de survie pour l'humanité, je pense. OK, donc merci, Mais bon, on ça comprend le donc ferait pas. ta préoccupation. Charles-Antoine, 2 dernières petites micro questions. Edge AI pour toi, on y est, on y arrive bientôt? Ouais, 6-18 mois, je pense. OK. Ce qui est fou, hein. Je rappelle, au début, tu sais, sur le podcast, je devais poser à chaque épisode la question de est-ce qu'on le test de Turing, est-ce qu'il est passé? Tu vois? Oui, Et il c'était: est «Ah défoncé aujourd'hui. oui, non», tu sais, comme ça. Bon, Mmh. voilà et Edge AI, là, j'ai l'impression qu'il se passe la même chose, Mmh. Et et que ça semble l'ASI, 3 à franchement, 5 ans. comme moi j'utilise mon O3, Ouais. je peux te dire que quand j'utilise bien mon O3 et que je le pousse dans ses retranchements, je me le dis, hein, LGS, je sais pas, mais il est peut-être plus intelligent que moi en tout cas. Mmh. Dernière question, Charles-Antoine, un livre ou un film de science-fiction à nous recommander? Waouh! Oh, il y en a tellement. Écoute, moi, j'en ai un que j'adore, depuis toujours, c'est Dune. Mmh. Tous les livres, ça y est, j'ai oublié son nom. De Heu, l'auteur de Dune. Oh là, je suis oui, fatigué. bien sûr, Frank Herbert. Frank Herbert, merci. De Frank Herbert, absolument extraordinaire. C'est tellement un lieu commun pour moi, mais en science-fiction, voilà, c'est superbe. Parce que c'est une résonance sur tellement de sujets, même d'actualité encore aujourd'hui. Enfin voilà. Après, en film Matrix, bien évidemment, quand on est dans ces, comme nous
dans l'IA et donc est-ce qu'on est déjà dans la simulation ou pas, tu vois? Hein, ça, c'est une autre question, encore une fois, pour un autre podcast peut-être, Bien mais, sûr. VO3, tu parlais tout à l'heure des modèles de génération d'images, de vidéos. VO3, donc un modèle qui nous permet de générer de l'image, de la vidéo de manière vidéo réaliste et avec des avatars qui parlent. Franchement, il fait penser à la simulation, quoi. Enfin, ah bah, c'est clair et puis après, tu vois, j'ai ce que je disais à pas mal de mes copains, je leur disais, «Imagine demain, tu as la vie éternelle». Ah, c'est un petit questionnement peut-être pour la fin. Demain, tu as parce qu'on a, tu sais, c'est les modèles, c'est Elgen ou je sais plus le nom du modèle là, qui permet de voir toutes les intrications si tu modifies un bras d'ARN, dans ton ADN et cetera. Donc on se dit que d'ici peut-être 36-60 mois, on aura déjà percé, pas mal de secrets sur la régénération cellulaire individuelle et on sera capable de pouvoir faire des choses peut-être qu'on n'imagine même pas encore aujourd'hui possibles, parce qu'on a isolé les gènes qui permettent de désactiver en fait la régénération cellulaire à l'intérieur de ton corps. Donc imagine demain, tu as la régénération cellulaire qui est activée, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, parce qu'on se le disait à 30 ans, à 50 ans, moi je ne pense pas du tout, encore une fois, fonction exponentielle. Tu vis pendant 10 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'ans, dans un environnement qui te semble être parfait, tu as toutes les réponses de l'univers. Mais en fait, la vie, est-ce que ça ne devient pas l'enfer? Ah bah, écoute, ça c'est sûr que ça va poser ça peut poser des très, très grandes questions. Effectivement. Exactement. Et donc voilà, et donc après, est-ce que tu te dis C'est pas vertigineux, c'est vertigineux. ouais, c'est vertigineux et est-ce que tu te dis pas que tu vas revivre une espèce de loupe temporelle, qui, te permet de vivre plusieurs vies sans toujours en oubliant, la vie précédente parce que tu n'as surtout pas envie de t'en souvenir? Parce que tu as besoin de cette excitation de redécouverte permanente et puis là, c'est des questions vraiment philosophiques qui te permettent d'aller très, très loin et j'ai pas fumé, hein, je tiens à préciser. Mais je suis dedans parce que, enfin, forcément, on y pense toute la journée quand on est dans l'IA et quand on est, à Bien l'avancée sûr. technologique la plus Mais c'est sûr, Charles-Antoine, et les projets dont tu me parles et la vitesse de construction de tes data centers, on est sur du dur et tout ça, bah, c'est regarde, plaçons-nous, il y a pour toi, c'est comme ça qu'il faut faire, pour Elon Musk aussi, pour, voilà, c'est le sens du monde. Mais explique ça à quelqu'un il y a 30 ans ou 40 ans. mais il te prend pour un fou. Je pense. À part quelques grands scientifiques de l'époque qui te parlaient déjà de l'informatique et de l'intelligence artificielle dans les années 70, qui étaient vraiment, enfin, les premiers créateurs des premiers algos et des premiers vrais ordinateurs. En dehors d'eux, je pense qu'ils te prenaient tous pour un taré, ouais. Tu finissais à l'asile. Aujourd'hui, on se En pose tout cas, vraiment moi, la question. je tiens une grande leçon de ce podcast, hein, tu vois, c'est que enfin, pourtant, j'ai suivi de très, très près Colossus, Elon Musk, mais c'est qu'en fait, ben, cette accélération, cette vitesse, tu vois, des modèles, de l'IA, de l'adoption des 800 millions d'utilisateurs de ChatGPT, elle est aussi valable dans l'infrastructure et pour Powered, pour faire tourner ces modèles. Et c'est sûr que, ben, par rapport à ça, les lenteurs de l'administration ne peuvent pas fonctionner avec ça parce que c'est plus de temps pour avoir un permis de construire que toi, il te faut pour construire un data center. Exactement, tu as tout Voilà. compris. Charles-Antoine, mille merci, c'était passionnant. On va suivre de très près tes data centers. On va aller regarder sur ton compte LinkedIn pour les voir sortir de terre. Et en tout cas, merci, tu nous as appris plein de choses, c'était trop cool. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas, et merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois ce matin. Merci Charles-Antoine, à bientôt, Merci, au salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Comptoiria jusqu'au bout. Pour me soutenir, merci de le partager à 2 amis ou de le relayer sur les réseaux sociaux et de le noter 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Pour finir, si vous voulez échanger sur l'IA générative et ses applications, contactez-moi directement sur LinkedIn ou venez simplement au meet-up mensuel Comptoiria. À bientôt.